L'expression « ne pas boire et conduire » n'est pas qu'une simple allitération ou une suite de consonnes que les adultes utilisent pour effrayer leurs enfants imprudents. Il s'agit d'une instruction détaillée soulignant la prudence nécessaire à la conduite. L'insouciance, être ivre au volant, n'a jamais été une excuse pour s'en tirer avec une infraction aussi minime que le dépassement de la limite de vitesse ou aussi grave que le fait de causer des dommages à autrui. Voici les récits des femmes ivres qui ont été arrêtées et emprisonnées à vie à la suite de leurs crimes. Notre première histoire nous emmène à Huntington Beach, en Californie, où des amis adolescents ont été brutalement tués dans un malheureux accident de la route. Comme c'est souvent le cas pendant les vacances de printemps, des milliers d'adolescents et de personnes en quête de divertissement se rendent à Huntington Beach pour s'amuser avant de passer à la prochaine étape de leur vie. En mars 2018, 3 adolescents de Las Vegas, Dylan Mack, 18 ans, Brooke Hawley, 17 ans, et Haji Rossi, 17 ans, faisaient partie de la foule des vacances de printemps qui a inondé la ville populaire du Sud-Est pour faire la fête et explorer les célèbres plages de surf de la ville. Pour les 3 amis adolescents, il s'agissait d'un moment charnière de leur vie, puisqu'ils devaient obtenir leur diplôme de fin d'études secondaires plus tard dans l'année. Ils étaient enthousiastes et optimistes quant à leur avenir, mais le destin avait malheureusement d'autres projets pour eux. Aux premières heures du 29 mars 2018, les adolescents, ainsi qu'un autre ami, Alexis Vargas, étaient partis faire un tour dans une Toyota Corolla lorsqu'ils ont été arrêtés par un feu rouge à Pacific Coast Highway et Magnolia Street. Ils n'étaient égarés que depuis quelques secondes lorsqu'une Hyundai Sonata, appartenant à Banny Duarte, 29 ans, a percuté un poteau. La voiture s'est instantanément embrasée, tuant Dylan Mack, Brooke Hawley et Haji Rossi, et blessant grièvement Alexis Vargas. Avant l'accident, Duarte avait passé la nuit précédente à faire la fête avec des amis, où elle avait un peu trop bu. Au petit matin, Duarte a dit à ses amis qu'elle rentrait chez elle et avait quitté Baja Sharkees. Malheureusement, en raison de son état d'ébriété, elle a pris un mauvais virage qui l'a conduite dans la direction de ses amis adolescents. Selon les rapports de police établis après l'accident, le taux d'alcoolémie de Madame Duarte était de 0,30%, soit plus de 3 fois la limite légale. Madame Duarte a également fait preuve d'un manque de connaissance de la situation en déclarant aux policiers présents sur les lieux qu'elle se trouvait au sud de San Clemente et qu'elle se dirigeait vers le nord sur l'autoroute de la côte Pacifique. Lorsque les policiers lui ont demandé si elle savait où elle se trouvait, elle a répondu à Newport Beach, alors que l'accident mortel s'était produit à Huntington Beach. À l'intérieur de son véhicule, un ordinateur de bord a montré qu'elle roulait à 79 miles par heure lorsque son véhicule est entré en collision avec la Corolla sur un tronçon de Pacific Coast Highway, où la vitesse est de 45 miles par heure. De l'avis général, le trio ne méritait pas un sort aussi terrible, et leur mort a, comme on pouvait s'y attendre, suscité une vive émotion, les procureurs cherchant à obtenir une condamnation pour meurtre contre Duarte. Le procureur du comté d'Orange, Todd Spitzer, a défendu ce sentiment en déclarant « Si vous conduisez en état d'ébriété et que vous tuez, vous serez, si nous pouvons le prouver, accusé de meurtre. » Au cours du procès de Banny Duarte, le procureur adjoint Daniel Feldman a mis en avant la précédente arrestation de Banny Duarte pour conduite en état d'ivresse, ainsi que ses déclarations lors d'un appel téléphonique en prison et ses commentaires sur l'application de partage de photos Instagram prouvant que la jeune femme, alors âgée de 29 ans, était parfaitement consciente des conséquences de la conduite en état d'ivresse et qu'elle méritait donc d'être déclarée coupable de meurtre. Sans surprise, l'avocat de Duarte, Justin Glenn, a choisi de ne contester aucune des preuves fournies par l'accusation. Cependant, Glenn a basé sa défense sur l'argument selon lequel Duarte n'avait jamais signé de Watson Advise, bien qu'il ait déjà été arrêté pour conduite en état d'ivresse. Qu'est-ce qu'un avis Watson ? Un Watson Advisement est une déclaration officielle que vous devez signer après avoir été condamné pour conduite en état d'ivresse. Elle indique que vous comprenez que la conduite en état d'ivresse peut blesser ou tuer des personnes, et elle peut être utilisée contre vous si vous provoquez un accident dû à la conduite en état d'ivresse à l'avenir. Le 1er octobre 2019, Duarte a finalement été reconnu coupable de 3 chefs d'accusation de meurtre au 2e degré et d'un chef d'accusation de conduite en état d'ébriété ayant causé de graves lésions corporelles. En outre, le jury a conclu à la véracité d'une allégation d'aggravation de la peine pour avoir causé de graves lésions corporelles. La déclaration de culpabilité n'a guère calmé la colère des amis et des familles des victimes, et les appels à condamner Banny Duarte à la prison à vie n'ont cessé de se multiplier avant le prononcé de la sentence. Les familles des victimes se sont finalement retrouvées face à face avec Duarte le 27 février 2020. Lors du prononcé de la sentence, qui a suscité beaucoup d'émotions, le juge Gary Paher, de la Cour supérieure du comté d'Orange, a entendu pendant près de 4 heures les déclarations des amis et de la famille des adolescents sur l'impact de leurs actes.
Les parents des adolescents décédés n'ont pas hésité à faire savoir à Banny Duarte ce qu'ils pensaient d'elle et à quel point ces actes les avaient anéantis. Dans la salle d'audience, les familles des victimes ont également partagé de bons souvenirs de leurs proches disparus, tandis que leurs photos étaient projetées sur un écran. Madame Duarte a également eu l'occasion de s'adresser à la salle d'audience et a demandé la clémence en pleurant. Regardant vers le côté de la salle d'audience où les familles des victimes étaient assises, elle a dit « Malgré le vibrant plaidoyer de Duarte en faveur de la clémence, le juge Paher a prononcé la peine maximale de 45 ans d'emprisonnement à perpétuité avec possibilité de libération conditionnelle. » En rendant son jugement, le juge Paher a rappelé qu'il ne s'agissait pas du premier délit de conduite en état d'ivresse de Madame Duarte. Bien que la première arrestation n'ait pas abouti à une condamnation, elle a été emmenée en prison et enregistrée, sa voiture a été saisie et son permis a été suspendu pendant plusieurs mois. Malheureusement, Banny Duarte n'a rien appris de cette expérience et son deuxième démêlé avec la justice a malheureusement coûté la vie à 3 adolescents. Grace Coleman. Dans notre prochaine histoire, une jeune famille qui tente de vivre la magie de Noël lors d'une balade nocturne en voiture se retrouve involontairement prise dans un véritable cauchemar qui laisse 3 petites filles en pleurs, gravement blessées et orphelines. Mais qu'ont-elles pu faire pour mériter un sort aussi amer? La réponse à cette question n'est pas aussi compliquée que le sort de cette belle jeune famille, c'est tout simplement rien. Ils n'ont été que les victimes d'un délit de fuite perpétré par une récidiviste de la conduite en état d'ivresse, Grace Coleman, âgée de 21 ans au moment de l'accident mortel. Étant donné que Grace Coleman a déjà eu des démêlés avec la justice pour conduite en état d'ivresse en juin 2019 et en août 2020, il n'est pas exagéré de dire qu'elle s'attendait certainement à cet accident depuis un certain temps. Alors qu'aucun de ces épisodes de conduite en état d'ébriété n'a coûté la vie ou causé des blessures à quiconque, le 8 décembre 2020, les problèmes d'alcool de Madame Coleman ont abouti au pire résultat possible, le meurtre. Au volant de sa Range Rover 2010, qui lui a été offerte par ses parents malgré ses conduites en état d'ivresse, Grace Coleman, en état d'ébriété avancée, a franchi un feu rouge à 75 mph et a percuté une Nissan Versa dans laquelle se trouvait Henry Saldana Mejia, 27 ans, et sa femme Gabriela Andrade, 28 ans, respectivement à la place du conducteur et à celle du passager. Le couple a été tué sur le coup, tandis que leurs 3 filles, Emma Sophia, Elena et Samantha, ont été grièvement blessées et sont restées coincées dans la voiture. Malgré les cris douloureux des fillettes effrayées, M. Coleman n'a pas tenté de les aider, mais a plutôt essayé de s'éloigner de l'épave. Juste avant l'accident, Saldana Mejia et Andrade emmenaient leurs filles faire un tour à Newport Beach et leur montraient les magnifiques illuminations de Noël. Malheureusement, cet exercice de rapprochement familial s'est terminé dans les larmes à cause d'une mauvaise décision de Coleman. Quelques instants avant la collision, Coleman était sortie avec des amis dans un bar et on lui a proposé de la raccompagner chez elle lorsqu'elle a décidé de quitter le bar. Elle a refusé l'offre et a préféré monter dans sa Range Rover malgré son état d'ébriété. Selon les procureurs, Madame Coleman avait un taux d'alcoolémie de 0,22, soit près de 3 fois la limite légale de conduite en Californie. Compte tenu de la sensibilité de l'affaire et des antécédents de Grace Coleman en matière de conduite en état d'ivresse, ses avocats n'avaient pas d'autre choix que de négocier un accord pour tenter d'éviter la peine maximale. Néanmoins, le bureau du procureur du comté d'Orange n'étant pas disposé à négocier un accord qui permettrait à Grace Coleman de passer moins de 30 ans en prison, ses avocats ont dû demander une peine indicative au juge Greg Prickett du Harbor Justice Center de la Cour supérieure du comté d'Orange à Newport Beach. Une sentence indicative est une sentence dans laquelle le juge prédit la peine qu'il pourrait prononcer si l'accusé acceptait de plaider coupable. Après que M. Prickett a déclaré qu'il ne prononcerait pas une peine supérieure à 15 ans, M. Coleman a plaidé coupable de 2 chefs d'accusation de meurtre, de conduite sous l'influence de l'alcool ayant causé des lésions corporelles, de délit de fuite ayant causé des lésions corporelles et de conduite avec un taux d'alcoolémie de 0,08 ou plus ayant causé des lésions corporelles. En outre, Grace Coleman a plaidé coupable à 3 chefs d'accusation pour blessures graves infligées aux 3 filles survivantes, ainsi qu'à un chef d'accusation pour conduite avec un taux d'alcoolémie de 0,08. 1 mois plus tard, Grace Coleman a comparu devant le tribunal pour sa condamnation, et elle a été confrontée aux 3 filles survivantes de ses victimes. Dans ce qui est probablement le moment le plus émouvant de toute l'affaire, 2 des filles se sont adressées à la salle d'audience par le biais de lettres qu'elles avaient écrites à leurs parents. Bien que Madame Coleman ait porté un masque obligatoire pendant le prononcé de la sentence, on a pu la voir lutter visiblement contre ses larmes en écoutant les jeunes filles s'exprimer. Même le juge a été ému par le discours des filles des victimes, et il s'est efforcé de garder son sang-froid en prononçant son jugement.
Dans le discours qu'il a adressé à la famille de la victime avant de rendre son jugement, le juge Prickett a déclaré « Il a finalement condamné Coleman à un minimum de 21 ans de prison, 15 ans pour les chefs d'accusation de meurtre, 3 ans pour les accusations de conduite en état d'ivresse et 3 autres années pour les blessures subies par les fillettes. » En réaction à la sentence, le procureur du comté d'Orange, Todd Spitzer, a décrit Coleman comme une meurtrière condamnée qui devra vivre avec les cris de 3 fillettes blessées et coincées dans leur siège de voiture qui tourneront en boucle dans sa tête jusqu'à la fin de sa vie. Les difficultés de Mme Coleman n'ont pas pris fin pour autant. L'avocat de la famille des victimes, Jeffrey T. Roberts, du cabinet Roberts Gendron Law Firm de Newport Beach, en Californie, a intenté une action en justice contre Coleman et ses parents, James et Kelly Coleman. La plainte fait état d'un décès injustifié et de négligence de la part des parents, allant même jusqu'à leur reprocher de l'avoir laissé continuer à conduire sa Range Rover alors qu'elle avait conduit en état d'ivresse quelques mois avant l'accident mortel. Rétrospectivement, avec le bénéfice de la connaissance de la douleur et de la dévastation causée par la Range Rover qu'ils ont offerte à leur fille, les parents de Coleman auraient probablement dû faire beaucoup plus pour freiner son style de vie dangereux. Amber Pereira. Pour ceux qui hésitent à consommer de l'alcool, même en quantité infime, le cas suivant justifie amplement leur point de vue. La douleur causée par certains décès dus à des conducteurs ivres est particulièrement atroce, car les familles des victimes savent que leurs proches n'auraient rien pu faire pour éviter le terrible destin qui les a frappés. Dans la plupart des cas, les victimes conduisent toujours prudemment et respectent le code de la route et les limitations de vitesse. Mais ce qu'elles ne peuvent jamais anticiper, c'est la présence d'un conducteur ivre en liberté. C'est le sort horrible qui a frappé la famille Felipak alors qu'elle roulait sur la voie express Lee Roy Selmon à bord de sa Hyundai Sedan le 10 août 2017. Alors que la famille philippine composée de Louise et Rita Felipak de Tampa ainsi que leur fille de 8 ans, Georgia, roulait sur la voie express ce jour fatidique, une Kia conduite par Amber Pereira a soudainement percuté la Hyundai des Felipak à près de 120 en mph. Sous le choc, la Hyundai a traversé le terre-plein herbeux et s'est retrouvée sur la voie ouest, où elle a percuté une Jeep et une Infiniti avant de prendre feu. Les 3 Felipak ont été déclarés morts sur place. Tracy Lee Kelly, de Séminole, qui conduisait la Jeep, a été grièvement blessée et est restée coincée dans l'épave jusqu'à l'arrivée des secours. Pendant ce temps, Mme Pereira a réussi à reprendre le contrôle de sa Kia et a continué à rouler pendant 2 miles, loin de l'épave. Elle ne s'est arrêtée qu'après la chute d'un pneu de sa voiture, ce qui a permis aux forces de l'ordre de la rattraper et de la placer en garde à vue. L'échantillon de sang prélevé plusieurs heures après l'accident a révélé que le taux d'alcoolémie de Mme Pereira était de 0,10. Cependant, lors de son procès, un officier de police de Tampa a témoigné que son taux d'alcoolémie aurait été plus proche de 0,226 au moment de la collision. D'autres tests effectués sur Amber Pereira ont révélé la présence dans son organisme de 3 composés liés au cannabis, dont 2 en concentration suffisamment élevée pour altérer le fonctionnement normal de son cerveau. Les enquêteurs ont également pu récupérer des tickets de caisse montrant qu'Amber Pereira avait acheté de la bière à 2 reprises le jour de l'accident, et une fouille de son véhicule a permis de trouver une bière vide de 24 onces dans sa voiture. Toutes ces preuves montrent que l'accident ainsi que la mort des 3 Felipak sont dues à la conduite imprudente et à l'état d'ébriété de Mme Pereira. Avec les preuves accumulées contre elle et la mort de toute une famille sur sa conscience, Amber Pereira a finalement plaidé coupable à 9 chefs d'accusation en septembre 2019. Les accusations comprenaient 3 chefs d'accusation d'homicide involontaire par conduite en état d'ivresse et un chef d'accusation de fuite de la scène d'un accident entraînant la mort. Bien que Pereira se soit mise à la merci du tribunal, elle a essayé d'éviter d'assumer la responsabilité de son crime en se cachant sous un diagnostic antérieur de crise d'épilepsie non épileptique. Amber Pereira a affirmé avoir eu une crise juste avant l'accident, et son avocat, Hubel Lawson, a tenté de convaincre le juge Christopher Sabella que sa crise d'épilepsie avait joué un rôle majeur dans la collision. Cependant, ce stratagème s'est complètement retourné contre elle et n'a fait qu'attiser la colère de M. Sabella, qui a été dégoûté par la tentative de Mme Pereira de se décharger de toute responsabilité dans l'accident. Tout en rejetant l'argument, Mme Sabella a cité des preuves tirées des données enregistrées dans la voiture d'Amber Pereira, qui montrent qu'elle a essayé de prendre des mesures d'évitement juste avant l'accident. Le juge a également souligné l'échec de sa tentative de fuite et l'a critiquée pour son manque de responsabilité. Il a déclaré « Mademoiselle Pereira, vous avez tenté de fuir jusqu'à ce que votre voiture ne vous permette plus de fuir. Et dans la mesure où vous avez tenté d'expliquer la saisie, vous avez continué à éviter toute responsabilité pour ce crime à l'hôpital lorsque vous avez tenté de dissimuler les tubes de sang qui vous avaient été prélevés.
Avant le prononcé de la sentence, les espoirs de clémence d'Amber Pereira étaient en contradiction avec le désir de la famille de la victime de voir la meurtrière condamnée passer le reste de sa vie en prison, laissant Sabella avec une décision difficile à prendre. Lors du prononcé de la sentence en octobre 2019, la salle d'audience était bondée de membres de la famille des victimes qui auraient volontiers fait le déplacement jusqu'à la prison pour être sûrs d'apercevoir Amber Pereira enfermée pour de bon. Cependant, ils ont dû éprouver une certaine satisfaction à voir Pereira sangloter en écoutant les déclarations de certaines victimes, vêtues d'une tenue de prison orange. Le père de Rita Felipac, Michael Serrani, a été submergé par les émotions et n'a pas pu terminer son discours, mais il s'est assuré de dire à Madame Pereira qu'elle méritait de mourir en prison. Juste avant de prononcer la sentence, le juge Christopher Sabella s'est tourné vers Amber Pereira et lui a rappelé un appel téléphonique enregistré et diffusé au tribunal par les procureurs, dans lequel Amber Pereira dit à un membre de sa famille « Ma vie est gâchée ». Sabella poursuit en disant « En fin de compte, Sabella a condamné Amber Pereira à 50 ans de prison dans une prison d'État, ce qui était plutôt une peine à perpétuité étant donné qu'elle était déjà âgée de 31 ans à l'époque. » Olivia Culbreth. Une virée est décrite comme une situation où une personne conduit rapidement et dangereusement pour le plaisir, en particulier dans un véhicule volé. Cette histoire particulière correspond parfaitement au scénario d'une virée qui a mal tourné, le seul point positif étant que la voiture n'a pas été volée. En fait, certains officiers de la California Highway Patrol ont décrit l'accident de 2014 comme l'un des pires qu'ils aient jamais vus. Et contrairement à nos cas précédents, la conductrice ivre au centre de cet accident, Olivia Culbreth, qui avait 21 ans à l'époque, a survécu de justesse à l'accident et s'est retrouvée avec des blessures physiques et émotionnelles qui ne manqueront pas de la hanter pour le reste de sa vie. Comme la plupart des contrevenants, ce n'était pas la première fois qu'Olivia Culbreth était arrêtée pour conduite en état d'ivresse. À l'âge de 16 ans, Olivia Culbreth a été arrêtée pour conduite en état d'ivresse après avoir provoqué une collision qui n'a fait aucun blessé. À l'époque, le tribunal l'a mise en garde contre les dangers de la conduite en état d'ébriété et l'a également averti que toute nouvelle infraction de conduite en état d'ébriété pourrait entraîner son inculpation pour meurtre. Pour que le message ait le temps de passer, le permis de conduire d'Olivia Culbreth a été suspendu pendant près de 5 ans. Mais pour une raison inexplicable, à peine un mois après avoir obtenu son permis, Olivia Culbreth s'est lancée dans une virée alcoolisée aux premières heures du 9 février 2014. Plus choquant encore, Olivia Culbreth venait d'accueillir un petit garçon 11 jours plus tôt, lorsqu'elle a décidé de conduire à contresens sur les autoroutes 57 et 60 à Diamond Bar, à des vitesses allant jusqu'à 100 mph. La Chevrolet Camaro d'Olivia Culbreth est inévitablement entrée en collision frontale avec un Ford Explorer sur l'autoroute 60 en direction de l'ouest, tuant les 4 occupants du SUV. 3 générations d'une même famille ont été tuées dans le SUV. Gregorio Mejia Martinez, 47 ans, Laeticia Ibarra, 42 ans, leur fille Jessica Mejia, 20 ans, et sa grand-mère Esther Delgado, 80 ans. 2 passagères de la voiture de Madame Culbreth, sa sœur Maya, 24 ans, et sa meilleure amie Christine Young, ont également été tuées dans cet accident cauchemardesque. Culbreth a elle-même perdu connaissance à la suite des blessures subies lors de l'accident. Les tests effectués 3 heures après l'incident ont révélé un taux d'alcoolémie de 0,15%. Malgré ces blessures, Madame Culbreth a été immédiatement placée en garde à vue et soignée dans une unité pénitentiaire. Elle s'est rendue pour la première fois au tribunal sur une civière et a finalement été reconnue coupable de ces crimes en mai 2018, après avoir plaidé non coupable de 6 chefs d'accusation de meurtre au second degré, dans le but d'épargner aux familles endeuillées des victimes le traumatisme d'un procès interminable. La condamnation d'Olivia Culbreth a eu lieu près de 5 ans après l'accident, et, malgré ce laps de temps, elle a suscité d'intenses émotions, les membres des familles des victimes s'efforçant de mettre des mots sur le traumatisme qu'ils ont ressenti depuis l'accident de 2014. Mary Mejia, qui a perdu ses parents, sa grand-mère et sa sœur dans l'accident, a déclaré à la cour, en pleurant, qu'elle avait perdu toute sa famille dans l'accident. Elle a ensuite expliqué comment elle avait vécu une période angoissante, en essayant d'accepter ce qui était arrivé à sa famille. Les mots glaçants de Mary ont résonné dans la salle d'audience. Elle a dit, tout au long de son long discours, « Mary n'a jamais regardé Culbreth, mais ses mots et ses larmes ont résonné assez fort pour tout le monde, y compris pour le tueur condamné. » Dans une déclaration très émouvante, Madame Culbreth, qui se déplace en fauteuil roulant, a présenté ses excuses aux familles des victimes et a affirmé qu'elle demandait chaque nuit à Dieu d'apporter un peu de réconfort à ceux qui ont été blessés par ses actes. Elle a ensuite admis qu'elle avait eu tort et a assumé l'entière responsabilité de ses actes, tout en soulignant son désir d'être la meilleure mère possible pour son fils, qui ne l'a jamais vue qu'entre les murs d'une prison.
Olivia Culbreth a finalement été condamnée à une peine de 30 ans de prison à vie. Mais comme elle n'avait que 21 ans lorsque l'accident s'est produit, elle pourra bénéficier d'une libération conditionnelle lorsqu'elle aura purgé 25 ans de sa peine. Rose Ann Davidson. Les démêlés de Rose Ann Davidson avec la justice sont peut-être l'histoire la plus bizarre d'une affaire de conduite en état d'ivresse impliquant une seule personne que la plupart des gens n'ont jamais rencontrée. Ce qui est formidable dans cette histoire et, en même temps, suscite une certaine curiosité, c'est qu'il n'y a aucune trace de blessés dans les multiples condamnations pour conduite en état d'ivresse de Madame Davidson. On peut dire que cette femme de San Marcos n'aimait pas seulement l'alcool, mais qu'elle avait peut-être une affinité bizarre avec la vie en prison. Cela semble être la seule explication logique pour qu'une personne soit arrêtée pour 6 délits de conduite en état d'ivresse, soit envoyée en prison après la 5e condamnation et, à peine un an après sa libération, soit condamnée à une peine d'emprisonnement à vie pour un 6e délit de conduite en état d'ivresse. La maladresse de ces crimes ne peut être mise en perspective que si l'on tient compte du fait qu'elle résidait au Texas, où les lois sur la conduite en état d'ivresse sont strictes. Les primo-délinquants doivent payer une amende de 2000 $ et passer jusqu'à 180 jours en prison. En outre, les récidivistes sont soumis à des amendes et des peines de plus en plus lourdes. Ainsi, lorsque Rose Ann Davidson a été arrêtée pour la 6e fois par un policier de Kyle aux premières heures du 27 juillet 2012, elle devait vraiment savoir qu'il n'y avait qu'une seule issue possible. Le policier avait remarqué qu'elle conduisait de manière erratique sur l'Interstate 35 et en avait conclu qu'elle était en état d'ébriété. En inspectant de plus près son véhicule, le policier a trouvé une canette de bière ouverte qui avait été partiellement consommée. Pour aggraver la situation de Madame Davidson, cet incident est survenu quelques mois seulement après qu'elle ait été libérée de prison pour un délit de conduite en état d'ivresse similaire. Plus important encore, tous ces délits de conduite en état d'ivresse se sont produits en l'espace de 16 ans, puisque son premier délit de conduite en état d'ivresse a été enregistré en 1996. Avec de telles informations accablantes présentées au jury du comté de Hayes par l'accusation, il n'y avait pas d'autre choix que de la retirer de la circulation avant qu'elle ne cause du tort à des automobilistes innocents. Madame Davidson a été condamnée à la prison à vie par le tribunal du Texas le 18 septembre 2013. Bien que la peine de prison à perpétuité puisse heurter les habitants d'autres États américains, elle est parfaitement conforme aux lois strictes sur l'alcool au volant en vigueur dans l'État de l'Étoile solitaire. Compte tenu des lois en vigueur au Texas, il est assez étrange que Rose Ann Davidson ait conservé son permis de conduire alors qu'elle venait à peine de sortir de prison lorsqu'elle a été arrêtée pour la 6e fois. Outre les peines de prison et les amendes élevées, les conducteurs voient également leur permis suspendu pendant de longues périodes pour diverses infractions liées à la conduite en état d'ivresse. Peut-être que si son permis avait été suspendu, elle serait aujourd'hui une femme libre. Mais pour combien de temps ? Carol Campling. Notre prochaine histoire nous emmène à Chingford, dans l'est de Londres, où une panne d'alcool a poussé Carol Campling à attaquer sauvagement son voisin, Mark Smith, avec diverses armes qui ont finalement conduit à sa mort prématurée en février 2018. Les deux hommes étaient des alcooliques notoires et avaient passé la nuit précédente à prier ensemble à l'église baptiste True Life. Le cœur de leur prière avait été leur dépendance à l'alcool, et Smith était fermement convaincu qu'il serait capable de changer de vie. Malheureusement, sa vie a été anéantie par une attaque non provoquée et sans réel motif. Après leur séance de prière à l'église, les deux hommes se sont probablement retrouvés pour une autre tournée de boissons le lendemain, et c'est à ce moment-là que quelque chose s'est brisé en Campling. À un moment donné, elle lance une attaque vicieuse contre Smith, le tuant à l'aide d'un couteau, d'une paire de ciseaux et d'un cendrier brisé. Selon les rapports de police, Carol Campling s'est présentée au poste de police de Chingford le 15 février 2018 et a tenté de brouiller les pistes en affirmant qu'elle avait trouvé le corps de Smith à son domicile. Une enquête a immédiatement été ouverte pour découvrir les circonstances de la mort brutale de Smith. Après qu'une autopsie a révélé que le décès avait été causé par de multiples blessures, Carol Campling a rapidement tenté de détourner l'attention en désignant Robert Parsons, alors âgé de 64 ans, comme suspect probable du meurtre. Bien que Parsons ait été interrogé par la police en tant que personne d'intérêt dans l'affaire du meurtre, l'empressement de Campling à mettre le meurtre sur le dos de quelqu'un d'autre a involontairement rendu la police plus méfiante à son égard, ce qui a finalement conduit à son arrestation. Au cours du procès pour meurtre qui s'est ouvert 1 an après la mort brutale de Mark Smith, l'accusation a fait la lumière sur la façon dont Carol Campling a été arrêtée. Le procureur Danny Robinson a expliqué comment la police a pu récupérer plusieurs objets personnels de Carol Campling qui étaient imbibés de sang, notamment des chaussettes tachées de sang qu'elle avait jetées dans une poubelle. Les enquêteurs ont également trouvé sur les lieux du crime des vêtements imbibés de sang qui portent l'ADN de Campling.
Tout en décrivant les conséquences désastreuses de l'acte de violence insensé de Campling, Robinson a informé la cour que la fille de Smith, Charlotte, alors adolescente, allait devoir entrer dans la vie adulte sans les conseils de son père. Robinson a déclaré « Il s'agissait d'une attaque non provoquée, d'une attaque prolongée. Elle a été perpétrée sous l'emprise de l'alcool. » Il a poursuivi en disant « Monsieur Smith était un homme doux et gentil à ce que l'on dit. C'est une très grande honte qu'il ne soit pas là pour sa jeune vie d'adulte. » Finalement, face aux conséquences imminentes de ses actes, Campling a reconnu ses crimes, mais a continué à soutenir que le meurtre était dû à un blackout alcoolique. S'adressant à la cour, par le biais d'une lettre lue par son avocate, Sarah Elliott, Campling a déclaré « J'aimerais de tout mon cœur pouvoir revenir en arrière. » Elle explique ensuite son état d'esprit juste avant le meurtre. Elle écrit dans la lettre « La mort de Smith est le résultat d'un blackout alcoolique complet au cours duquel j'ai accepté d'avoir attaqué Mark. En fait, j'étais allé à l'église baptiste True Life la nuit précédente et nous nous encouragions mutuellement. Malgré la tentative désespérée de Carol Campling de se décharger d'une partie de la responsabilité du meurtre de Mark Smith, le juge John Dodd n'a pas cru à son argument et a déclaré au tribunal que Mark Smith aurait pu être sauvé si elle avait appelé le 999. Cela signifie que Smith était encore en vie malgré les nombreux coups de couteau qu'il avait reçus de la part de son soi-disant ami et voisin. M. Dodd a déclaré à la cour « C'est évident, n'est-ce pas ? Il est évident, n'est-ce pas, qu'elle l'a simplement laissé mourir. Ce pauvre homme, si quelqu'un avait appelé le 999, aurait peut-être survécu. Elle s'est éloignée de lui et je trouve personnellement que c'est significatif. » Dans son témoignage, l'inspecteur John Marriott, l'officier qui a dirigé l'enquête sur le meurtre horrible de Smith, a fourni d'autres faits qui soutiennent les affirmations selon lesquelles Amit était toujours en vie malgré l'attaque vicieuse. Il a déclaré « Notre enquête a établi que Campling avait lancé une attaque vicieuse sur Mark en utilisant des bouteilles cassées, des ciseaux et un cendrier avant de le laisser mourir. Alors que Mark Smith se vidait de son sang sur le sol de son appartement, Carol Campling avait mis au point un plan diabolique et se rendait au poste de police de Chingford pour tenter de mentir afin d'échapper à la responsabilité de la mort de Mark Smith. Campling s'est peut-être présenté comme une amie de Smith au fil des ans, mais son comportement après la soi-disant panne d'alcool a montré qu'elle était plus une ennemie qu'une amie. Plus important encore, Campling avait des antécédents de violence, notamment plusieurs accusations d'agression contre des policiers et d'agressions occasionnelles, ce qui faisait d'elle un risque pour les personnes qui l'entouraient. Comme dans d'autres cas, l'abus continu d'alcool a fait ressortir le pire de Carol Campling, qui en a payé le prix. Plus d'un an après avoir tué Mark Smith, Carol Campling a été reconnue coupable du meurtre et a été condamnée à la prison à vie pour ces terribles crimes. Pour plus de contenu comme celui-ci, cliquez sur les vidéos qui s'affichent sur votre écran.